Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire éducatif proposé donc par Swissquote. Je suis ravi à nouveau d'être reçu par Swissquote. Alors je vérifie que tout fonctionne normalement. Si c'est le cas, vous avez une vue sur le premier slide, sur le momentum, le MACD, le RSI. Vous voyez ma webcam et puis vous entendez correctement ma voix. Vous avez la section des questions, si jamais ce n'est pas le cas, si jamais il y a un problème de son et d'image. Là, je pense que cela fonctionne normalement. Alors, bienvenue, ravi de vous retrouver. Comme une fois par mois, je vous propose donc un sujet éducatif. Alors, tout avait commencé il y a 2 mois lorsque j'avais détaillé ma méthodologie d'analyse technique. Et donc, ce soir, nous allons parler du momentum, le momentum du marché, cette fameuse dérivée première des prix, le momentum à l'état pur, et puis la façon de représenter le momentum à l'aide d'indicateurs techniques. Ce soir, nous parlerons de la MACD et du RSI. Alors, laissez-moi tout d'abord, avant de continuer, donc un mot rapide sur notre hôte ce soir. Swissquote qui est présent dans le monde entier, c'est une banque présente dans le monde entier. Vous avez ici de quoi les contacter si le besoin s'en fait sentir. Donc moi, je suis ravi d'être reçu. N'hésitez pas, si mon travail vous intéresse, à me suivre sur Twitter. Vous n'êtes pas obligé, naturellement. Et donc ce soir, présentation indicative, il n'y a pas ici de conseil de trading. Alors, nous allons parler, et en même temps le sommaire va s'afficher, nous allons parler ce soir du momentum, de ce qu'on appelle le delta, la dérivée première des prix. Vous savez, l'analyse technique consiste à analyser la tendance du marché, à déterminer la tendance du marché, tendance haussière, tendance baissière ou marché neutre. Très bien, mais ça, beaucoup d'approches le font. En réalité, le véritable apport de l'analyse technique, c'est de travailler sur ce qu'on appelle la dérivée première ou le delta d'une tendance, c'est-à-dire sa vitesse sous-jacente. C'est-à-dire, est-ce que je suis à l'achat dans un marché qui monte, mais qui monte de plus en plus vite, ou est-ce que je suis à l'achat dans un marché qui monte, mais qui monte de moins en moins vite, qui commence à décélérer. Et c'est ça le rôle du momentum et des indicateurs techniques. Alors, le momentum, si vous voulez, c'est la genèse de tous les indicateurs techniques. D'ailleurs, le momentum, et j'en avais donc dit un mot lorsque j'avais présenté ma méthodologie, n'est pas un indicateur technique. Il s'agit de mathématiques, tout simplement. C'est la vitesse d'une tendance, donc forcément, ça n'appartient à personne. Un indicateur technique, si vous voulez, c'est créé par quelqu'un. C'est créé par quelqu'un, c'est backtesté, il y a une notice d'utilisation. Et donc ce soir, nous allons regarder la MACD et le RSI qui représentent ce momentum, cette vitesse de la tendance, mais d'une certaine façon. Et ça permet donc de l'utiliser. Mais il faut donc commencer par le commencement. Alors, bon, voilà ce dont nous allons parler ce soir. Alors, il va y avoir quelques slides qui peuvent sembler un petit peu rébarbatifs. C'est une introduction, permettez-moi de la faire rapidement, simplement pour situer les choses. Nous y passerons aussi sur la plateforme WebTrader pour ensuite des exemples plus concrets sur l'utilisation de ces indicateurs techniques. Alors naturellement ici, en un webinaire de 45 minutes, on ne pourra pas aller au fond de tous les détails, mais c'est pour vous une invitation peut-être à vouloir ensuite derrière creuser le sujet ou lire les bouquins vraiment qui concernent le sujet. Et donc, l'analyse technique, son premier rôle, c'est de représenter la tendance. Très bien. Beaucoup d'approches le font. Maintenant, si l'analyse technique se réduisait à représenter cette tendance du marché, ce serait finalement un apport faible de l'analyse technique. En réalité, son véritable apport, c'est de pouvoir aussi analyser ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle ici, le delta du marché, c'est-à-dire donc son momentum. Car c'est bien un marché, par exemple, vous êtes à l'avant dans un marché en tendance baissière, mais l'analyse technique possède des outils pour savoir si cette tendance baissière est vraiment très mature, est-ce qu'elle s'accélère ou est-ce qu'au contraire elle commence à faiblir. Et voilà son véritable apport. Alors, on va parler donc du delta de la tendance. Je resitue pour justement éviter que l'on se trompe ici de sujet.
Alors, je ne parle pas ici, bien sûr, du delta d'une option. Hein, il y a pas de, on ne parle pas ici ce soir des options, rassurez-vous, ce sera beaucoup plus simple. Mais en général, le delta, on pense souvent au delta d'une option, le rapport entre la variation du prix d'une option et celle de son sous-jacent. On parle aussi beaucoup des delta one traders, c'est-à-dire des traders de produits dérivés dont la variation est presque égale au sous-jacent. En général, ce sera clairement le trading en direct, par exemple, du contrat futur. Ce n'est pas encore ça dont nous parlons ce soir, le delta du marché. Plus simplement, le delta du marché, ou momentum, eh bien, est la représentation ou la mesure de la vitesse d'une tendance. On pourrait aussi dire de son angle d'attaque. Pour juger de son accélération ou de sa décélération, en fait, juger de son état de santé à un stade précoce, ce que les fondamentaux ne permettront pas forcément de faire. Donc, nous parlons ce soir bien de ce delta-là, le momentum du marché. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que ce webinaire est enregistré, donc vous aurez la possibilité dès demain sur la chaîne Swissquote Suisse de le retrouver en version enregistrée. Alors, vous avez ici un slide que je vous avais déjà présenté lors de la présentation de ma méthodologie, c'était au mois de janvier, donc je repars de ce slide comme base de départ pour le webinaire de ce lundi. Nous pourrions résumer l'analyse technique avec ici le graphique de gauche. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, mais grosso modo, tous les outils de l'analyse technique peuvent rentrer dans ces deux catégories. Premier élément, vous avez ici donc une tendance, une courbe. Nous sommes tous d'accord pour dire que c'est une tendance haussière, très bien. L'analyse technique, en fait, ça permet visuellement de voir la tendance, plutôt qu'à voir, je ne sais pas moi, tous les prix d'un actif sous la forme d'un tableau. Ça ne sauterait pas aux yeux. Là, c'est visuel, très bien, c'est une tendance haussière. Maintenant, ici, j'ai mis chaque semaine, je fais le point sur la tendance. À la fin de la semaine 1, j'ai gagné 2%. À la fin de la semaine 2, 4%. À la fin de la semaine 3, 6%. Alors, moi, je fais le point chaque vendredi. Et donc, je me dis chaque vendredi, non seulement je suis à l'achat en tendance haussière, parce que le signe, c'est plus. Et en plus, à l'achat en tendance haussière qui s'accélère, puisque chaque semaine, le pourcentage, le taux de variation grandit. Et vient un moment où la tendance reste haussière, le signe est toujours plus, mais vient un moment où la vitesse de la tendance haussière décélère. Maintenant, cette vitesse, je vais la représenter sous le graphique du prix, ici. Vous reconnaissez bien sûr la place des indicateurs techniques. Donc, je vais représenter cette vitesse sous la forme d'une courbe. Donc, 2, plus 4, plus 6, et à plus 5,5, ça baisse, c'est ici les pourcentages, plus 5,5, plus 3,5, plus 1,5. Alors là, on se dit, c'est bizarre. La vitesse est toujours positive, pourtant, représentée sous la forme d'une courbe, ça baisse. Eh bien, oui, c'est ça ce qu'on appelle, vous savez, une divergence prix-momentum, une divergence entre le prix et avec un indicateur technique. C'est tout simplement, ici, le fait qu'une tendance décélère. Et donc, vous comprenez bien que le simple fait en tendance haussière d'avoir une divergence baissière ne signifie pas qu'il faut shorter. Je vois ça, moi, très, très souvent, des personnes qui mettent en avant toute une série de divergences baissières sur plein d'indicateurs en les empilant en disant il faut shorter. Mais moi, je dis non. La divergence baissière nous montre qu'on décélère. Et lorsqu'on arrive à plat, il y a 3 possibilités. Une chance sur 3, une chance sur 3, une chance sur 3. Ce serait dommage de vendre alors qu'on n'a qu'une chance sur 3. Le lancer de pièce, il y a une chance sur 2. Donc, l'analyse technique, c'est ça essentiellement, c'est l'observation visuelle de la dynamique des prix et surtout, l'étude de sa vitesse sous-jacente. Tant que le marché converge avec la hausse de sa vitesse, le gérant ne s'interroge pas, il reste en position. Et dès lors que l'analyse technique envoie des signaux de ralentissement, eh bien là, c'est une alerte et il va essayer de comprendre ce qui se passe, gérer sa position, regarder si les fondamentaux changent, etc. Donc, c'est ça finalement son rôle. Elle donnera ni le point bas ni le point haut, on se sait, mais c'est avant tout rester le plus longtemps possible dans une tendance bien en place et être alerté lorsqu'elle faiblit. Donc, ce que vous avez ici à gauche, c'est le momentum. C'est le terme générique, c'est un taux de croissance glissant, c'est ce que vous notez ici. Et donc, en général, les indicateurs techniques, qu'est-ce qu'on dit d'eux? On dit que ce sont des indicateurs de momentum. C'est-à-dire que les indicateurs techniques, déjà, c'est pas purement des maths. Le momentum, c'est des maths. C'est un taux de croissance glissant. Ça appartient à personne, heureusement.
Un indicateur technique, c'est créé par quelqu'un qui peut avoir bossé très longtemps, qui a backtesté. L'indicateur technique a la volonté de représenter le momentum dans une formule créée donc par un analyste, un inventeur, et derrière, cet indicateur technique donnera des signaux bien précis, puisqu'il a été backtesté, il aura sa notice d'utilisation. Or, le momentum, c'est juste des maths, ça ne dit pas signal d'achat ou signal de vente. Donc, en fait, finalement, tous les indicateurs techniques qu'on peut utiliser, que vous pouvez utiliser, ils représentent tous à leur façon la dérivée première des prix, la vitesse sous-jacente, et c'est là le véritable apport de l'analyse technique. Mais donc, premier élément, une simple divergence baissière, eh bien, ce n'est pas un signal pour passer short en tendance haussière. C'est un signal pour s'interroger. Alors, peut-être que le marché se retournera. Mais en tout cas, ça me paraît très important. C'est un slide théorique de bien rappeler ça. Alors, ce momentum, taux de croissance glissant, on le retrouve sur toutes les plateformes, puisque c'est des maths. Parfois, on l'appelle ROC, ROC, Rate of Change, taux de variation, tout simplement, ou Momentum. Sur la WebTrader, il s'appelle Momentum. Si je vais ici dans les indicateurs, donc on passera tout à l'heure sur la plateforme, même si j'ai déjà des captures d'écran. Voilà, donc le Momentum est ici, tout simplement. Je l'ajoute et là, donc je passerai ici en plein écran que l'on voit mieux tout à l'heure. Voilà, donc il porte ce nom très simple. Alors, continuons donc par une illustration de base. Vous avez donc ici la dynamique des prix et là le momentum. Je vous rappelle donc ce slide-là. Restez à l'achat tant que le prix monte avec sa vitesse et dès lors que la vitesse diverge, commencez à s'interroger. Prenons ici le graphique de l'or en données hebdomadaires sur cette époque 2008-2009 et ici son momentum, son taux de vitesse à 10 semaines, entre autres. Ici, c'était paramétré à 10 semaines. Donc ici, j'ai un prix qui monte semaine après semaine. La vitesse accélère avec la hausse des prix, donc je monte et je monte de plus en plus vite. Et arrivera un moment où le prix continue de monter et la vitesse, elle, ne fait pas de nouveau plus haut. Voilà, c'est l'exemple de base de ce qu'on appelle une divergence standard baissière prix-momentum. C'est une alerte. Alors, à partir de là, on s'interroge, on se dit, je gère ma position, je remonte mes stops ou je peux tout couper. Il s'avère que cette divergence annonçait une grande phase de baisse, mais voilà, c'est tout ce qu'apporte en fait l'analyse technique. Donc, le momentum ici, c'est des maths pures. Le problème du momentum, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment l'utiliser, car il n'a pas de notice d'utilisation. Mais ce qu'on voit ici, en fait, c'est la base, c'est la genèse du fonctionnement de tous les indicateurs. Et finalement, presque tout est dit ici. Donc là, de la même façon, j'entre dans une phase de baisse. La vitesse, elle, du coup, le taux de variation glissant est de plus en plus baissier. Et viendra un moment où je fais un nouveau plus bas. La vitesse, elle, ne fait pas un nouveau plus bas. C'est une divergence. Et là, le marché est reparti à la hausse. Alors, tout ça est ici, là, bien théorique. Mais finalement, c'est vraiment le rôle des indicateurs dits de momentum, accompagner le plus longtemps une tendance et alerter quand quelque chose est en train de changer. Un renversement baissier ou simplement monter moins vite. Voilà ce qu'elle cherche à faire. Donc, alors j'espère que vous êtes toujours présents, parce que bon, c'est vrai que ces slides sont un peu rébarbatifs, mais je pense qu'il faut commencer par ça pour bien comprendre. Et ensuite, ça permet d'arriver sur les indicateurs techniques beaucoup plus à l'aise, puisque ce sont des principes qui s'appliquent à tous. Donc, le marché, sa tendance et sa vitesse, comprenez bien que quel est le rôle en fait finalement du momentum à travers ces divergences et ces convergences avec la tendance des prix, c'est d'alerter ou par exemple alerter contre un piège technique. Le marché est haussier, fait régulièrement des nouveaux plus hauts et vient un moment où il fait donc un nouveau plus haut, il cache une résistance, mais le momentum ne confirme pas, il y a une divergence baissière et parfois à ce moment-là on peut réintégrer le niveau. Ça peut être un outil pour se prémunir des pièges techniques, c'est-à-dire des faux signaux. Tant que le prix converge avec son momentum, tant qu'on monte et qu'on monte de plus en plus vite, je prends l'exemple de la tendance haussière, tant que le marché monte et monte de plus en plus vite, pourquoi s'alerter? C'est très bien. C'est dès lors qu'il décélère que l'on peut soit croire à un piège technique imminent, soit simplement un ralentissement de la hausse. Plusieurs cas de figure sont possibles, mais ça invite à s'interroger. Donc, cette dérivée première des prix,
est représenté par des indicateurs techniques créés donc par des inventeurs, c'est ce qu'on va regarder, et ils ont tous en commun soit de converger avec la tendance, soit de diverger. C'est-à-dire donc décélérer ou accélérer avec la tendance. Alors, quelles sont les limites de ce momentum ou ROC, donc je vous rappelle, rate of change, tout simplement donc le taux de variation glissant que je mets sous graphique. Quelles sont les limites? Eh bien, tout d'abord, si vous connaissez un peu les indicateurs techniques, beaucoup d'entre eux ont ce qu'on appelle des zones de surachat et de survente. Le momentum étant juste des maths, ici je l'ai le momentum, alors je dois avoir mis ici le momentum à 10 périodes, donc je vais repasser sur un horizon de temps plus long, je vais me mettre en hebdomadaire. Ici je suis sur le cours de l'or, mais je peux passer sur le cours de l'euro-dollar. C'est donc ici l'évolution en pourcentage glissant, j'ai mon taux de croissance glissant, et finalement, il n'y a pas de règle, pas de niveau de surachat et de survente. Alors, on peut toujours tracer des supports et des résistances, mais on voit que le marché peut faire des pics plus ou moins hauts, plus ou moins bas. Il ne semble pas y avoir de niveau prédéfini. Bah oui, effectivement, ça a été créé par personne. C'est donc la première limite dans son utilisation. Alors, justement, le momentum, ce ROC, taux de variation glissant, ne génère jamais de signaux de trading. Ça, c'est très important, puisque un indicateur qui génère des signaux de trading, c'est parce que quelqu'un a bossé dessus. On ne génère pas un signal de trading comme ça. Ça a été créé par quelqu'un, ensuite ça a été backtesté, c'est-à-dire confronté au marché, voir si c'était fiable. Le momentum étant juste des maths, un taux de croissance période par période, il n'est pas conçu pour envoyer des signaux de trading. Ça, c'est donc une limite importante. Si on utilise uniquement la version pure du momentum pour les divergences, c'est un peu limité car on ne sait pas vraiment comment les interpréter, au-delà de l'interprétation générale. Alors, la ligne de 0 est fiable mais peu précise, pas de notice d'utilisation, pas de borne de surachat et de survente. On peut éventuellement utiliser le chartisme pour tracer des supports et des résistances, éventuellement le faire, mais ça repose sur quoi finalement? Sur rien, puisque là aussi il n'y a pas eu de backtest, c'est-à-dire on n'a pas étudié statistiquement l'éventuelle efficacité de ces niveaux horizontaux sur le momentum. Donc, les limites du momentum, qui pourtant est le père ou la mère de tous les indicateurs techniques, les limites, c'est qu'en fait, il n'est pas en capacité de délivrer non seulement des signaux de trading, son paramétrage n'est pas optimisé, on ne sait pas le momentum à combien de jours, à 10 jours, à 20 jours, souvent c'est une question qu'on se pose sur ces indicateurs techniques, on se pose souvent la question, mais je le paramètre comment? Certains le paramètrent de différentes façons. L'avantage des indicateurs techniques, c'est que l'inventeur nous donne un paramétrage par défaut. Donc ça évite déjà de faire n'importe quoi. Et ce paramétrage par défaut a été testé, justement. Donc, pas en capacité de délivrer des signaux de trading, son paramétrage n'est pas optimisé. Mais malgré tout, tout part de lui. La tendance haussière ou baissière et derrière la vitesse. C'est ça, le momentum, c'est la vitesse. Et nous, on cherche donc à analyser régulièrement si la tendance voit sa vitesse accélérer ou décélérer. C'est donc ça le principe. Donc, c'est à la base de tout. Le momentum, maintenant, je vais le comparer à ce qu'on appelle des indicateurs techniques. Et là, vous allez voir qu'il y a des règles d'utilisation. On va regarder des exemples. J'espère que cela va vous donner envie d'aller regarder d'un peu plus près ces deux indicateurs techniques, car moi ici, voilà, je vous présente ce soir vraiment ceux que j'utilise le plus souvent. L'indicateur technique RSI et la ligne de MACD. La ligne de MACD. Alors, le momentum n'a pas d'inventeur. N'a pas de borne non plus. Il a une ligne de 0, oui, très bien, effectivement. Il a une ligne de 0 qui est en fait 0%. Si je lis ici le momentum à 10 semaines et que je lis 0,8, cela signifie que depuis les 10 dernières, mon cours actuel est supérieur à 0,8% du cours d'il y a 10 semaines. Bon, très bien. Bon, il y a une ligne de 0, mais on ne sait pas vraiment si elle agit en tant que support en résistance.
pas de signaux de trading. Par contre, des indicateurs techniques ici, donc la MACD, on va regarder plus en détail, et le RSI, oui, ils ont un inventeur. Alors, borné ou pas, ça dépend lesquels. La MACD n'est pas bornée, le RSI, oui. Ligne de zéro, la MACD, oui, a une ligne de zéro, l'indicateur technique RSI, non. Convergence, divergence, oui, et signaux de trading, ben forcément oui, car les inventeurs nous disent comment ces indicateurs peuvent générer par eux-mêmes des signaux de trading, en plus de ce que donne l'action des prix. Alors si je dois derrière représenter ça sous la forme d'une synthèse, j'ai donc ici à nouveau le cours de l'euro-dollar en données hebdomadaires, donc j'ai mes bougies japonaises ici en données hebdomadaires, et donc ici, le momentum de base, très bien, à 10 semaines. Bon, parfait. Alors, logiquement, la tendance baissière ici, le marché est en tendance baissière. Si le marché est en tendance baissière, c'est que semaine après semaine, le prix est plus bas. Donc, oui, logiquement, mon momentum passe plus souvent de temps sous 0% qu'au-dessus. Et au contraire, lorsqu'ici on donne des signaux de renversement haussier sur l'euro-dollar, mon momentum qui repart en hausse a une mesure régulièrement positive puisque le prix de la semaine actuelle rapporté au prix de 10 semaines auparavant est donc supérieur. Mais ce n'est pas vraiment comment on peut l'utiliser du coup en trading. Les divergences sont moins propres en plus, mais tout de même, c'est la base, il faut comprendre ce mécanisme. Et donc en dessous, j'ai au contraire, pour représenter la même chose, donc la vitesse sous-jacente, ce taux de variation glissant, la dérivée première des prix, j'ai deux indicateurs techniques, la MACD et le RSI. Alors on voit tout de suite que ça se présente de manière différente. Le RSI, lui, est borné entre 0 et 100. On voit un niveau intermédiaire à 50. D'ailleurs, qu'est-ce que ça représente, cette échelle? La meilleure façon de savoir si on maîtrise un indicateur technique, c'est de pouvoir répondre à la question de savoir que représente son axe désordonné. Si mon RSI vaut 50, 50 quoi? 50 patates, 50 degrés, 50 euros. Donc, on voit déjà qu'il y a un effort à faire. Un indicateur technique, c'est pas simplement mettre des courbes sur les prix, voir qu'ici le prix monte, là ça baisse, et ça diverge et ça va baisser. Non, il faut comprendre ce que veut dire, ce que représente le RSI. Et donc ici, la ligne de MACD, un indicateur technique qui a donc sa ligne de MACD, sa propre ligne de signal, on lui associe un histogramme. Vous voyez, donc c'est quand même beaucoup plus complexe. Mais le point commun de la MACD et du RSI, c'est qu'ils, tous les deux, à leur façon, représentent ça, la dérivée première des prix, la vitesse. Alors, commençons par la ligne de MACD. De quoi s'agit-il et comment est-elle construite? Alors, permettez-moi juste de boire un peu d'eau. Excusez-moi. La MACD a été créée par Gérard Appel. Donc, c'est un gérant de fonds américain dont la société gère plus de 500 millions de dollars. Lui et son fils sont célèbres pour une newsletter qui marche très bien aux États-Unis. Et donc, il est très célèbre, Monsieur Appel, pour avoir créé l'indicateur, la MACD, inventé en 1979. Il a créé la MACD pour représenter le momentum et surtout voir quand est-ce se concentrer sur les phases de convergence, quand le prix en tendance haussière monte et que la vitesse accélère. Lui, c'est vraiment concentré là-dessus. Et la force du MACD, c'est que non seulement ça travaille la vitesse du marché, mais par elle-même, la MACD nous indique si le marché est en tendance haussière ou en tendance baissière. Je vais vous expliquer comment c'est construit. Donc, la MACD pour Moving Average Convergence Divergence System, la ligne de MACD centrale, c'est en fait la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles, la 12 et la 26. Bon. Vous allez voir, c'est très simple. Je l'ai décortiqué juste après. Mais la ligne de MACD, c'est une différence dynamique entre deux moyennes mobiles d'horizons de temps différents. Le travail pour avoir trouvé 12 et 26, c'est plusieurs années de recherche. La ligne de MACD, qui est donc une différence de moyenne mobile, a sa propre moyenne mobile à 9 périodes. Et très souvent, le MACD est représenté aussi avec son histogramme, l'histogramme représentant en fait l'écart entre la ligne de MACD et sa ligne de signal. Alors bon, j'espère que vous êtes toujours présent, ça donne envie de s'arracher les cheveux, mais en réalité, c'est pas si complexe que ça.
Déjà, on voit qu'il s'agit plus simplement d'un taux de variation de base. Zoom donc sur la MACD. La ligne de MACD, donc ici en bleu, c'est la ligne principale, c'est donc une différence de moyenne mobile. J'ai donc une ligne de 0, mais je n'ai pas de borne. Si ma ligne de MACD monte, si ma ligne de MACD est au-dessus de 0, réfléchissez. La ligne de MACD est une différence entre deux moyennes mobiles, la 12 et la 26. Si ma ligne de MACD est au-dessus de 0, c'est-à-dire que si la différence entre les deux moyennes mobiles est positive, c'est que la moyenne mobile courte est au-dessus de la moyenne mobile longue. C'est bien le principe des tendances haussières. En tendance haussière, les moyennes mobiles, c'est d'abord la moyenne mobile à 10 jours qui est plus proche des prix, puis 20, puis 30, puis 40. Donc, dans une phase haussière, les moyennes mobiles courtes sont au-dessus des moyennes mobiles longues, et au contraire, dans les phases baissières, c'est le contraire. Donc, la ligne de MACD étant une différence, lorsqu'elle est au-dessus de 0, c'est un marché haussier. Ça, c'est la base. La ligne de MACD nous donne la tendance par l'utilisation sur le niveau de 0. On peut aussi donc voir des divergences. Elles étaient superbes ici, les divergences entre le prix et la ligne de MACD. Mais s'il fallait attendre de croiser la ligne de 0 pour passer en tendance haussière ou en tendance baissière, ce serait finalement un indicateur qui avec beaucoup de retard. Et c'est pourquoi a été créée la ligne de signal, où M. Appel nous dit que la ligne de MACD donne par elle-même des signaux lorsqu'on croise la ligne de signal. Et là, c'est vraiment percutant. Si je prends l'exemple de l'euro-dollar qui avait rebondi sur sa ligne chartiste de long terme ici, avec un croisement de ligne de signal, un croisement de 0, et là, depuis, donc une divergence baissière, et récemment un croisement de la ligne de signal, et donc une ligne de MACD qui semble filer à 0. Alors, tant qu'elle est au-dessus de 0, ça reste quand même un alignement aussi de moyenne mobile. Mais voilà donc de quoi il est composé. Alors, j'ai un slide juste après qui vous montre concrètement le rapport avec ces deux moyennes mobiles dont on fait la différence. Donc, au-dessus de 0, c'est un marché haussier, alignement haussier des moyennes mobiles. Ces slides seront à votre disposition sur demande auprès de Swissquote. Et puis, il y aura l'enregistrement, donc vous embêtez pas. Voilà. En dessous de 0, la ligne de MACD sous 0, c'est un alignement baissier de moyenne mobile, et donc c'est l'indication d'une tendance baissière. C'est le croisement de la ligne de MACD avec sa ligne de signal qui donne les signaux d'achat et de vente. Ça, c'est le créateur qui nous le dit. Le signal donné par la MACD reste actif tant que la ligne de MACD s'écarte de sa ligne de signal, très bien. La force du croisement de la ligne de 0, car c'est la tendance, sous 0 on est baissier, au-dessus on est haussier, et là c'est vraiment très très net dans cet exemple de l'euro-dollar que j'ai choisi du coup. Et les divergences fonctionnent très bien. Les divergences fonctionnent très bien selon le principe de base du momentum que nous avons vu en introduction. Le prix monte, mais sa vitesse monte de moins en moins vite et l'indicateur technique est donc baissier. C'est ça la divergence. Alors, ici, j'ai représenté donc la MACD. Rappelez-vous, la ligne de MACD, c'est la différence entre la moyenne mobile 12 exponentielle et 26 exponentielle. Au-dessus de 0, donc là, regardez, ma ligne de MACD est au-dessus de 0. Si elle est au-dessus de 0, c'est que la différence entre la 12 et la 26 est positive. Si la différence entre la 12 et la 26 est positive, c'est que la 12 est au-dessus de la 26. Et effectivement, j'ai donc décomposé ici la ligne de MACD par ces deux moyennes mobiles exponentielles. Et on voit que lorsqu'on croise la ligne de 0, c'est lorsque la 12 passe au-dessus de la 26. C'est un alignement classique de marché haussier, la courte au-dessus de la longue en tendance haussière. Et ici, ça a été le contraire. Lorsque la courte est venue croiser à la baisse la moyenne mobile longue, eh bien, 12-6, la ligne de MACD passe sous 0. Et là, ça a été vraiment incroyable pendant plusieurs mois, avec une moyenne mobile exponentielle à 12 périodes qui est restée tout le temps sous la 26. Donc, la ligne de MACD est sous 0. Et c'était l'indication d'un marché baissier. Vous voyez, donc en fait, finalement, là, tout le travail du créateur. Pourquoi finalement c'est la MME, la moyenne mobile exponentielle 12 et moyenne mobile exponentielle 26 qui marche et pas une autre? Parce qu'il a fait ce travail de recherche. Et par ces tests et mesures, il en a déduit que c'était elle les deux plus efficaces. Donc voilà,
calcul de base de la ligne de MACD, c'est ça, c'est le rapport simple en fait entre deux moyennes mobiles exponentielles, mais il a beaucoup travaillé pour arriver à la conclusion qu'elles étaient efficaces. Alors regardez l'histogramme ici. L'histogramme, c'est juste l'écart entre le prix, entre la ligne de MACD et sa ligne de signal. Lorsque l'histogramme baisse, c'est que la ligne de signal se rapproche de sa ligne de signal, etc. C'est tout simplement cette représentation. Donc, la ligne de MACD, nous l'avons vu, on va regarder ensuite après quelques exemples, mais c'est donc une première façon de représenter le momentum du marché. Mon deuxième choix pour représenter le momentum du marché, c'est l'indicateur technique RSI. Alors, l'indicateur technique RSI donc, apparaîtra sous le graphique, hein, comme tous les indicateurs techniques. J'ai ici, donc nous avons la petite photo de Monsieur Wilder. C'est un ingénieur américain. D'abord, il a bossé dans les mécaniques. Il est connu pour avoir créé le parabolique SR et le RSI. Bon. Son bouquin de référence, si vous souhaitez creuser le sujet, le bouquin de référence, c'est celui ici qui a été écrit en 1978, Nouveau concept en système technique de trading. Et c'est donc dans ce bouquin de 1978 qu'il a présenté le RSI, qui donc a pour objectif de représenter la vitesse sous-jacente, la pente d'une tendance. La formule, elle est ici. Bon, on voit cette formule, ça ne parle pas énormément. Au final, je vais vous simplifier la tâche. Le RSI, c'est en fait simplement le rapport entre les variations haussières et les variations baissières. C'est gain sur perte. C'est tout simplement gain sur perte. Si mon RSI, qui est borné entre 0 et 100, très important, et qui a en plus des zones de surachat et de survente à 30, surachat à 70, 50 pour la neutralité, eh bien, si mon RSI vaut 70, concrètement, cela signifie que sur la période étudiée, donc en plus, Wallace Wilder nous dit que le paramétrage par défaut efficace, c'est 14, sur les 14 derniers jours, si mon RSI vaut 70, ça signifie en fait que j'ai eu 70% de variation haussière. Et donc, si mon prix monte et que ma courbe de RSI monte, eh bien non seulement je suis en tendance haussière, et jour après jour, le poids relatif des variations haussières augmente. C'est bien l'indication que le marché monte et monte de plus en plus vite. Donc, il a décidé de représenter la vitesse sous-jacente du marché, non pas par un simple taux de variation glissant, mais par le poids relatif des variations haussières et des variations baissières. Et donc, quand on vous dit qu'un RSI est à 20 et que c'est survendu, ben, ça veut dire qu'en fait, il y a 80% de variations baissières sur la période. Donc, elles sont écrasantes, ces variations baissières. Et donc, justement, il faut faire attention, car ce n'est pas parce que nous sommes en zone de survente qu'il faut acheter. Au contraire, les variations baissières sont largement dominantes. Ce n'est pas parce que le RSI est à 75 qu'il faut vendre, parce que nous serions en surachat. Wilder, par surachat et survente, en fait, nous dit la surreprésentation d'un camp ou l'autre. Et l'utilisation de ces zones de surachat et de survente pour envisager un renversement, un retournement, ça a été codifié, ça a été normé par M. Wilder, et donc il faut regarder ce qu'il nous dit. Et ce n'est pas le simple fait d'être dans ces zones de surachat ou de survente qui justifie d'entrer à contre-tendance. Il y a des règles précises. La règle à retenir, c'est qu'en fait, c'est lorsque on ressort, lorsque le RSI, par exemple, va être en surachat au-dessus de 70 et va ressortir par le bas de sa zone de surachat, là, oui, ce sera un signal de vente pour les prix. Donc, on va regarder ça plus concrètement, mais avec ces petites fiches, je pense avoir, j'essaie ici de résumer l'essentiel. Il est donc borné entre 0 et 100, hein, l'indicateur technique RSI. Je vais ici le mettre ici borné entre 0 et 100, très bien. La zone de surachat, pardon, 70, la zone de survente 30. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de hasard, hein, c'est dans le cadre d'une formule mathématique. Mais on voit que la tendance est assez similaire au momentum ici, de base. Mais la différence, c'est que ces indicateurs techniques sont passés à la moulinette de l'esprit d'inventeur, qui nous disent comment ça génère des signaux. Voilà, j'espère être bien clair sur ce sujet. Donc attention à l'interprétation des zones de surachat et de survente. Un RSI égale 50. Qu'est-ce que c'est un RSI égale 50? Eh bien, logiquement,
un RSI égale 50, c'est-à-dire qu'il y a, souvent on entend le RSI est à 50, c'est neutre. Et finalement, pourquoi? Bien, si nous savons que le RSI représente le poids relatif des variations haussières et baissières, RSI égale 50 signifie que sur la période, il y a eu 50% de variations haussières et 50% de variations baissières, tout simplement. Donc c'est pour ça en fait que l'on appelle ça la neutralité. Alors ici, j'ai représenté donc le cours de l'euro-dollar en hebdomadaire et la ligne ici, l'indicateur technique RSI en hebdomadaire, donc la zone de survente à 30, la zone de surachat au-dessus de 70, la neutralité. Très bien. Regardez ici cette phase de baisse de l'euro-dollar à l'époque entre 1,40 et 1,05. La première fois que mon RSI a été survendu, c'est-à-dire sous 30 ici, la première fois qu'il a été survendu, c'était au tout début de la baisse. Et le fait de rester en zone de survente est l'indication, au contraire, d'un marché fortement baissier. Et effectivement, lorsque nous en sommes ressortis par le haut, et bien là, le marché est entré en range. Là, on a encore l'exemple d'une belle divergence baissière. Le prix monte, il continue de monter, mais le RSI ne monte pas plus haut que son sommet précédent. C'est l'indication d'une tendance haussière qui décélère. Et à l'époque, cette divergence a donné le point de départ d'une baisse plus longue, assez importante. Alors, je continue et en même temps, donc je regarde les questions. Le son de l'image est OK, parfait. Les principales différences entre le RSI et le stochastique. Alors déjà, effectivement, il s'utilise de la même façon. Ça représente globalement la même chose, sauf que le RSI nous donne le poids relatif des variations haussières et baissières. Le stochastique nous donne la position du prix sur le range balayé par les prix sur une certaine période. Je sais pas, je dis le RSI égale 80, eh bien ça signifie que sur le range des 10 ou 20 derniers jours, peu importe son paramétrage, on est plutôt dans les 80% en haut. Donc ça situe le marché maintenant par rapport à son range sur une période donnée. Donc c'est un peu différent de ce que calcule le RSI, mais au final, c'est assez similaire. Et honnêtement, on peut combiner les deux. Bon, moi, ce soir, ici, je parle du RSI et de la MACD, car ils sont pour le coup très différents. Mais pour moi, stochastique, c'est très similaire. Alors, il y a plusieurs types ensuite d'indicateurs de stochastique, mais c'est très proche du RSI en termes de signaux qui sont donnés. Alors, comment dire, les indicateurs techniques, lorsqu'en général on parle d'indicateurs techniques, on ne parle que de divergences. Les divergences, on n'entend que ça. Tout le monde veut chercher des divergences haussières ou des divergences baissières. Ce que je vous ai donc montré dans le slide au début, c'est qu'une divergence baissière n'est pas un signal de vente, c'est un signal d'alerte. Et au contraire, une divergence haussière n'est pas un signal d'achat, c'est un signal d'alerte sur la tendance qui décélère à la baisse. Mais ces divergences standards existent sur le momentum et naturellement existent sur tous les indicateurs techniques. Oublions pour le moment les divergences cachées, nous n'en parlons pas ce soir, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Concentrons-nous sur ces divergences standards, c'est-à-dire, pour reprendre l'exemple d'une tendance haussière d'un marché qui monte, le marché monte, le prix est plus haut, donc très bien, c'est bien une tendance haussière. La divergence baissière, c'est quand le marché monte et que il va commencer à monter moins vite, ça se dépentifie. Eh bien, c'est ça, la divergence baissière standard. Et la divergence haussière standard, c'est le contraire, c'est un marché qui baisse et qui va commencer à baisser moins vite. Voilà tout simplement ce que c'est qu'une divergence. Ce principe des divergences, eh bien, on le retrouve sur tous les indicateurs techniques. Mais voilà concrètement un slide qui ici synthétise. Alors, que nous disent les différents créateurs? Puis là, on va passer sur la plateforme. La divergence baissière, je vais prendre à chaque fois l'exemple d'une divergence baissière dans le cadre d'un marché haussier. Wallace Wilder nous dit qu'une divergence baissière indique que le marché pourrait corriger, donc cesser d'être haussier, si cette divergence baissière a lieu en zone de surachat et que l'on ressort par le bas de la zone de surachat. Donc, c'est vraiment à ça que servent ces zones extrêmes. C'est lorsque, après une divergence baissière, on en sort par le bas, là, c'est un fort signal de vente. Autre chose importante de Wallace Wilder,
en phase de convergence, lorsque le prix monte et monte de plus en plus vite, le dépassement à la hausse des 50 est un signal d'achat à part entière. C'est logique. On dépasse 50%, c'est-à-dire que on dépasse sur la période plus de 50% de variation haussière. Dans un marché qui monte, c'est bien une phase d'accélération. Et donc, ces bornes qui proviennent de calculs et de backtest génèrent des signaux de trading. C'était ça la limite du momentum, qui ne générait pas de signaux de trading car il n'avait pas de bornes étudiées et mesurées. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. En convergence avec la tendance, c'est le niveau des 50. Et là, c'était assez superbe lorsque l'euro-dollar, alors ici, il y a des supports de long terme, on a fait des figures de renversement et qu'au même moment, le RSI cassait pour de bon les 50. On peut apprécier deux grosses divergences ici. En 2018, ici, l'euro-dollar est actuellement quelque chose d'assez similaire qui nous alertait récemment sur le rejet depuis les 1,23. Mais voilà l'exemple d'une divergence standard. Le RSI, ce qui est très important, c'est cette zone dite extrême. Vous avez ici un exemple avec le cours du Bitcoin, ma zone de survente à 30, ma zone de neutralité à 50 et ma zone de surachat à 70. Eh bien, observez bien, à chaque fois que le RSI était au-dessus de 70, c'est pas, il ne faut pas shorter, c'est suracheter, mais c'est une erreur de shorter parce que c'est suracheté. Et ça, c'est vraiment un problème d'interprétation que je vois très souvent. Mais en plus, de toute façon, Wallace Wilder nous a jamais dit que c'est parce que le RSI est au-dessus de 70 qu'il fallait vendre. C'est même le contraire. Par contre, il nous dit que lorsqu'on sort par le bas, le marché va changer. Et là, on sort par le bas, on a fait 3 semaines de range. Nous sommes sortis par le bas ici, 3 semaines de range. Et récemment, sortis par le bas. Et là, nous sommes en trading range. Donc, voilà, c'est tout. Je grossis le trait, mais c'est concrètement comme ça qu'il faut utiliser l'indicateur technique RSI par rapport à ces zones, extrêmes. Alors, je suis passé ici sur la plateforme pour regarder quelques exemples qui me semblent intéressants ici sur les différents indicateurs techniques. Donc ici, j'ai le MACD et là le RSI. Comment se règlent les longueurs pour le momentum et les deux indicateurs? Question de Alain. Alors, très bien, très bonne question. Le paramétrage des indicateurs, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Pour les indicateurs techniques qui ont donc un inventeur, ça a été créé par quelqu'un, eh bien, ce paramétrage, le créateur nous le donne, puisque c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a backtesté. Donc, par défaut, pour le RSI, c'est 14. 14 périodes, donc ici 14 semaines. Et ce qu'on peut faire, ce que nous dit Wallace Wilder, c'est qu'on peut utiliser des demi-cycles. Donc, se concentrer, par exemple, sur le 7 périodes. Pour la ligne de MACD, il n'y a pas à se casser la tête, c'est prédéfini. Il faut absolument, absolument ne pas toucher au paramétrage de la ligne de MACD, puisque cela correspond au travail de Georges Appel, qui a travaillé donc, sur ce paramétrage-là pour que cela donne des bons signaux de trading. Donc, je prends ici un exemple. Donc, voilà pour Alain la réponse à votre question. Ça se règle sur le paramétrage par défaut que donne le créateur, l'inventeur, ou ensuite des demi-cycles, divisés par 2 par exemple, ou faire x2. Mais à la base, il y a un paramétrage standard. Vous avez donc ici le cours de l'euro-dollar en données hebdomadaires, le RSI, la MACD. Bon, on voit que l'avantage de combiner plusieurs indicateurs, c'est qu'ils peuvent se confirmer. Ici, j'ai un marché qui monte et qui fait des nouveaux sommets. Pour la première fois depuis les 1,03, j'ai mon marché qui fait un nouveau sommet, mais l'indicateur technique RSI, lui, ici, ne fait pas de nouveaux sommets. Et cette divergence baissière, prix momentum, est confirmée sur la MACD. Et après la divergence, je casse des supports, et là, clou du spectacle, ma ligne de MACD passe sous zéro, qui, selon Appel, est la définition d'une tendance baissière. Elle est passée sous zéro ici. Et derrière, plusieurs mois de baisse. Et la baisse a été finie lorsque la ligne de MACD est repassée au-dessus de zéro. Donc cette ligne de MACD, c'est quand même sacrément mieux qu'un simple momentum de base qui est un taux de variation, puisque cette ligne de MACD, eh bien, elle a été vraiment backtestée. C'est un différentiel de 2 moyennes mobiles exponentielles bien choisi parce que ça donne des bons résultats. Est-ce que ça donne des bons résultats? Alors, je prends ici un exemple sur d'autres marchés. Prenons l'exemple du Nasdaq 100, où je prends ici le Nasdaq 100 depuis 1 an, depuis le choc boursier du Covid. Vous avez le choc boursier du Covid qui est ici. Et donc,
le point bas qui a été trouvé en mars, et bien la sortie par le haut, la ressortie par le haut de la ligne de MACD par rapport au niveau de 0 donnait le point de départ du rebond technique, pas forcément pile poil tout en bas, mais c'était une forte indication. Il faut vraiment retenir ça, que la ligne de MACD, c'est vraiment pour des fortes tendances. Le RSI est plus volatile, c'est plus des petites divergences, mais une règle importante que nous avons vue tout à l'heure, puisque c'est le poids relatif des variations haussières et baissières, au-dessus de 50, c'est haussier, en dessous de 50, c'est baissier. Bien là, regardez, je mets mon niveau des 50, et bon, ça, logiquement, le travail qu'a fait le créateur fonctionne. Et donc, voilà, au-dessus de 50, c'est haussier parce que j'ai plus de variations haussières que de variations baissières. Et là, au-dessus de 0 pour ma ligne de MACD, c'est haussier parce que ma moyenne mobile courte est au-dessus de ma moyenne mobile longue. Exponentielle 12, exponentielle 26. Exponentielle 12, exponentielle 26. Si je prends un exemple sur le cours de l'or, on prend un exemple sur le cours de l'or, qui depuis 6 mois corrige eu égard à la remontée des taux, et bel et bien un croisement de ligne de MACD ici qui a donné le point de départ. Et là, on s'interroge beaucoup sur la fin de la correction de l'or, mais non, la ligne de MACD est récemment passée sous 0, il n'y a toujours pas de divergence. Donc, c'est baissier, on peut trouver des supports, des lignes de tendance qui passent par ici, mais les indicateurs techniques ne sont toujours pas en divergence haussière. Donc, c'est un marché qui baisse et dont la vitesse de baisse continue d'accélérer. Donc, ce sera ça aussi le rôle des indicateurs techniques, c'est de représenter la vitesse sous-jacente qui accélère ou qui décélère, avec des règles bien précises fixées par les inventeurs des différents indicateurs techniques. Alors, Olivier, à quoi correspond la ligne de signal dans la ligne de MACD? Bonne question. La ligne de MACD, donc ici en bleu, sa ligne de signal est ici en rouge. Eh bien, la ligne de signal, c'est tout simplement la moyenne mobile exponentielle à 9 périodes de la ligne de MACD. Donc, imaginez, la ligne de MACD est déjà une différence de moyenne mobile. La ligne de signal, c'est sa propre moyenne mobile à 9 périodes. Et pourquoi 9? Parce que son travail de recherche, on a déduit que c'était la plus efficace. Donc voilà, j'espère là vous avoir répondu. Voilà, alors c'était donc voilà, moi je suis arrivé au bout donc de l'exposé que je voulais vous faire donc ce soir. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment donc la différence majeure entre le momentum, la dérivée première standard qui sont des maths et que des inventeurs ont cherché à optimiser en créant des indicateurs techniques pour vraiment générer des signaux de trading qui soient fiables plus que le simple taux de variation. Alors maintenant, moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est si ces indicateurs vous intéressent, c'est de creuser le sujet. La meilleure façon de creuser le sujet, c'est pas d'aller à droite, à gauche, lire sur les forums comment on l'utilise ou pas, ou simplement le mettre des courbes et tracer des divergences. Ce qu'il faut, c'est lire la notice d'utilisation du créateur. Et donc, je vous ai donné donc, au début de ce webinaire les fiches et les ouvrages, les 2 ouvrages importants sur ce sujet. Ça se trouve, ça se commande, c'est traduit en français. Voilà, c'est assez simple à faire. Voilà, eh bien, écoutez, ainsi s'achève la vidéo que je voulais vous présenter ce soir sur le momentum et la ligne de MACD et le RSI. J'espère que cela vous a apporté des éléments intéressants. Si c'est le cas, que vous avez appris quelques éléments, n'hésitez pas donc bien à dire que vous avez apprécié cette vidéo qui en plus a été enregistrée et qui sera disponible dès demain sur la chaîne Swissquote Suisse en version enregistrée. Merci à toutes et à tous, merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau webinaire sur Swissquote Suisse.